Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Les objectifs de relance du nucléaire donnés par le président de la République sont-ils tenables? Je poserai la question à mon invité Erwan Benezet, journaliste économique au Parisien. Formation, recrutement, gestion des déchets, les défis sont immenses, vous verrez. Notre débat, il porte sur cette révolution pour le secteur de la restauration, l'utilisation de vaisselle réutilisable devenue obligatoire depuis ce 1er janvier. Nouveau dispositif réglementaire et levier mis en place pour y répondre au programme tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va continuer de parler d'alimentation avec les burgers de Colette. C'est une alternative au fast-food traditionnel. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Erwan Benezet, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France, auteur de ce livre Nucléaire, une catastrophe française qui est publié aux éditions Fayard. Emmanuel Macron veut, on le sait, remobiliser la filière du nucléaire français. Il y a ce projet de construire 6 nouveaux réacteurs, EPR2, défi majeur. Est-ce qu'il vous semble possible à relever ce défi ? Il est en tout cas hors norme. Cette expression, elle n'est pas de moi, elle est de Bernard de Rothschild, le président de l'autorité de sûreté nucléaire. C'était son expression lors des vœux de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Un défi effectivement absolument hors norme. Ça ne vous aura pas échappé. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Ce sont les 1 an du discours, le fameux discours de Belfort d'Emmanuel Macron, qui a relancé officiellement la filière nucléaire, avec effectivement en objectif la construction de 6 premiers réacteurs nucléaires et peut-être même 8 supplémentaires à l'horizon 2050. C'est vraiment un changement de pied, il faut le rappeler par rapport à la période précédente où on était plutôt, et d'ailleurs avec les conséquences sur la filière, dans une décélération, fermeture de centrales, Fessenheim, etc. C'est vraiment un changement de pied. C'est un contre-champ à la décennie qui s'était écoulée, donc consécutive à 2011 et l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, où là vraiment, alors que les 10 années précédentes, les années 2000, on avait observé une tentative de relance de la filière nucléaire avec le lancement du chantier de Flamanville, de l'EPR, première génération de Flamanville dans la Manche. 2011 arrive. Quelques mois auparavant, je raconte cette histoire. J'avais accompagné le ministre de l'Industrie, Éric Besson, à l'époque en Italie. Il y avait un référendum qui devait être lancé pour justement relancer la construction de réacteurs nucléaires. Et dans l'avion, quand je demandais quel était l'état d'esprit d'Éric Besson, il me disait qu'il était totalement confiant. Il n'y avait absolument aucun problème. Les Italiens allaient voter oui. EDF allait construire un réacteur nucléaire à minima, peut-être plus, en Italie. Et puis, quelques temps après, l'accident de Fukushima, et là, effectivement, le paradigme dont vous parliez change complètement. Oui. Est-ce que vous diriez quand même, avant de se lancer, enfin, on y est de toute façon, la décision a été prise et on peut considérer que pour tenir les objectifs de décarbonation, il faut dans ce mix avoir une part de nucléaire importante. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord des problèmes à régler du nucléaire actuel avant de se lancer dans ce nouveau chantier? Je suis totalement d'accord avec vous. Ça donne l'impression de mettre un peu, pour utiliser une expression un peu vulgaire, mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est en train de parler de ces 6 fameux réacteurs, peut-être 8 supplémentaires. Alors, juste pour nos téléspectateurs, c'est 3 paires de réacteurs. La première paire serait construite à Penly, puis ensuite donc en Seine-Maritime, puis ensuite dans le nord à Gravelines, et enfin en vallée du Rhône, soit à Tricastin, soit à Bugey. C'est au bas mot 60 milliards d'euros, sans compter les 100 milliards d'euros nécessaires pour le grand carénage, c'est-à-dire la remise aux normes et éventuellement le prolongement de l'activité des réacteurs actuels, les 56 réacteurs du parc nucléaire actuel. Donc il y a 160 milliards à trouver, c'est ça déjà ? À minima, 160 milliards, si évidemment... Si on tient les budgets. Exactement. On reparlera de Flamanville tout à l'heure. Voilà, le point fort de la filière. Mais si on se dit, OK, réglons d'abord les soucis qu'on a actuellement. Donc il y a ce grand carénage, on sait, on a tous découvert, pas vous, mais nous, un peu surpris qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, de talent, entre autres, pour réussir à tenir le délai, ce qui nous a placé en difficulté dans le contexte de crise énergétique de cet hiver, avec beaucoup de centrales qui étaient à l'arrêt, ou en tout cas en maintenance.
Ah, tiens, on va commencer par le recrutement. Il faudrait recruter combien de personnes chaque année pour tenir ces objectifs dont on parle? Alors, le chiffre, il est là aussi astronomique. 10 000 personnes par an d'ici 2030 pour la filière. Juste, la filière, c'est aujourd'hui 220 000 salariés. C'est la troisième filière industrielle en France, derrière l'aéronautique et l'automobile. C'est près de 50 milliards de chiffre d'affaires par an, dont 1 milliard en R&D. Donc c'est une filière extrêmement conséquente. Effectivement, c'est une filière importante, y compris en termes d'emploi. Et le recrutement est l'un des grands chantiers. 10 000 personnes par an d'ici 2030 à minima. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'autres filières qui cherchent aussi à recruter. C'est des ingénieurs, c'est des ouvriers hautement qualifiés, c'est quel type de talent qu'on recherche? Ça peut être des data scientists. Oui. Ce sont effectivement toutes les... quasiment tout le spectre de travail est demandé, à commencer par donc des ouvriers hautement qualifiés, des chaudronniers, des soudeurs. Aujourd'hui, on en manque pour la maintenance et la réparation actuellement des réacteurs qui subissent des problèmes de corrosion sous contrainte. Et on a fait appel à des soudeurs, notamment américains de Westinghouse. Ouais. Oui, effectivement, il a fallu faire venir des Alors, on était dans une situation extrême. Hein, voilà. Bien sûr. Mais donc recruter 10 000 personnes par an jusqu'en 2030, on voit bien la complexité du défi. Il y a la question du financement, vous en avez parlé. J'ai lu il y a quelques jours que ce sont nos confrères des Échos qui sortaient cette info que peut-être le gouvernement pensait flécher les centaines de milliards d'euros que les Français ont déposés sur le livret A pour financer ce programme gigantesque. Il y a aussi la question, vous l'avez évoqué, du prolongement de la durée de vie des centrales. Est-ce qu'on peut mener tout ça de front? Vous voyez ce que je veux dire? Thomas, sur le financement, vous avez raison. Donc il y a effectivement le livret A, hein, c'est une manne gigantesque, 375 milliards d'euros que les Français ont mis de côté. Sauf qu'aujourd'hui, ce livret A, il est utilisé pour le logement social, les investissements dans le logement social. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même des problèmes de tension dans le logement. Donc c'est un fléchage important. Et puis aussi, c'est fléché aussi pour des investissements par les collectivités dans la transition énergétique. Donc on risque de prélever une partie de cet argent pour construire du nucléaire. Il va falloir arbitrer. Et puis, c'est-à-dire que cet argent, il ne dort pas, quoi. Il est déjà fléché sur des programmes on va dire de bien commun. C'est voilà, un peu l'idée, exactement, qui sont extrêmement importants. Il y a aussi, alors éventuellement le privé. J'ai rencontré Patrick Pouyanné il y a quelques jours pour une grande interview au moment des résultats de Total Energy et qui nous expliquait que lui avait envie d'être. Aujourd'hui, ils sont producteurs de pétrole et de gaz et ils veulent se lancer dans l'électricité parce qu'ils sont déjà fournisseurs d'électricité auprès notamment des particuliers et des entreprises. Et donc, il est pas rétif à investir dans la construction de nouveaux réacteurs et ensuite pouvoir se rétribuer par de l'électricité, ce qu'on appelle un droit de tirage sur plusieurs décennies. On évoquait Flamanville. Je vais redonner quelques chiffres. Chantier lancé en 2007, ouverture qui était prévue en 2012. Bon. Le budget initial a été annoncé à un peu plus de 3 milliards d'euros. Le coût total, il a été multiplié par 6 minimum. On est quoi? On est autour de 20 milliards. Exactement. On était à 19 et quelques en 2020. Donc aujourd'hui, on a largement dépassé les 20 milliards d'euros. Puis c'est pas forcément terminé. Non, parce qu'on n'a pas de date d'ouverture. Non, alors. Moi, là, on a mis sur l'infographie une ouverture annoncée 2024. Mais la dernière fois qu'on a parlé de Flamanville dans cette émission, on disait premier semestre 2023. Donc, et puis il y a un autre point évoqué qui est que le couvercle de la cuve du réacteur, là où se fait toute la transformation, toute la dépense énergétique, ce couvercle-là, il a des défauts et donc il faut le remplacer. Et la date limite pour le remplacement, c'était 2024. Et là, aujourd'hui, le chantier a pris tellement de retard que EDF a demandé un report du remplacement pour pouvoir au moins faire un premier cycle de production qui durerait 18 mois environ, et donc reporter et mettre en production le réacteur alors qu'il a un couvercle qui a été reconnu comme défectueux. Autre défi, la question de la gestion des déchets nucléaires. Alors, là aussi, quand on dit, est-ce que, vous dites on met la chaleur avant les bœufs, est-ce qu'avant de construire de nouvelles centrales, on en est où? Est-ce qu'on a de la capacité de stockage aujourd'hui? Alors absolument pas. Effectivement, dans tous les problèmes du nucléaire actuel, avant peut-être éventuellement de se projeter sur le nucléaire futur, vous avez raison, il y en a
encore au moins 2, le stockage. Et quand vous me dites où on en est, c'est simple. Toutes les capacités de stockage aujourd'hui sont à peu près pleines. Là encore, le président de l'ASN l'a rappelé et il a donné cet horizon de 2034 où EDF devrait construire une nouvelle piscine à La Hague. Mais pour l'instant, cette piscine n'existe pas. Et donc, quelles sont les solutions qui sont en réflexion actuellement? C'est soit faire de la place dans les piscines existantes, ce qui est quand même un petit peu embêtant. On ne parle pas de boîtes de lait en poudre, on parle de stockage de déchets nucléaires. Donc ça, on va sans doute serrer un petit peu les containers pour faire un petit peu de place dans ces piscines. Je rappelle, pour refroidir la radioactivité, on les met sous l'eau, ou alors on va les entreposer à sec, c'est-à-dire dans les containers qu'on utilise pour les transporter. Tout ça pour dire que, pour l'instant, on est en train de faire du bricolage. Et puis il y a le démantèlement. On n'a encore démantelé aucun grand réacteur en France. Ça pose problème. Pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'on savait le faire. Bon, réglons les problèmes du nucléaire actuel avant peut-être de se lancer dans un programme pense que ça serait beaucoup plus ambitieux. Chose. Merci beaucoup Erwan Benezet. Je rappelle le titre de votre livre Nucléaire, une catastrophe française, publié aux éditions Fayard. On passe à notre débat, la fin de la vaisselle jetable dans les restaurants, au menu forcément. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Benjamin Perry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Pixo. À vos côtés, Kylian Beignon, bonjour. Bienvenue, service marketing et communication de Bonici Pizza. Alors, on va évidemment voir ensemble comment le secteur de la restauration s'adapte à cette nouvelle réglementation, utilisation de vaisselle réutilisable obligatoire depuis le 1er janvier. Mais d'abord, on apprend à vous connaître. Pixo, pour commencer, Benjamin Perry, c'est quoi ? Alors, Pixo, c'est une entreprise que j'ai cofondée fin 2018 pour accompagner tout le secteur de la restauration dans sa transition des emballages jetables vers les emballages réutilisables. Notre métier aujourd'hui, outre un accompagnement un peu de conseil pour les aider à s'orienter sur le choix de leurs emballages réutilisables, le système de plonge qu'ils vont devoir mettre en place, etc., c'est de gérer leur parc de contenants réutilisables à leur place. Chaque contenant réutilisable a un identifiant unique porté par un QR code ou une puce RFID. Ouais. Avec cet identifiant, on va scanner le contenant sur tout son parcours, on va aider le restaurateur à gérer ses stocks, à gérer son réassort, à être sûr que si le contenant part de son établissement parce qu'il y a de la vente emportée en réemploi, ce n'est pas son souci de à quelle vitesse il va revenir, comment il va gérer son affaire. Et de l'autre côté, on pilote le consommateur pour l'informer, lui expliquer pourquoi on fait ça, et le motiver aussi à ramener ses contenants quand il les prend en vente à emporter, pour être sûr que les contenants reviennent dans l'écosystème et se remettent à tourner, notamment par un système de fidélité qu'on a mis en place. Allez, on présente Bonici Pizza pour enchaîner. C'est combien de restaurants en France aujourd'hui ? Pizza Bonici, c'est plus de 70 restaurants en France, avec aussi des restaurants en Belgique et en Espagne. Une ouverture récemment d'une pizzeria à Rabat, au Maroc. Donc, c'est une chaîne de restaurants de pizza qui propose aussi des burgers et des tapas dans toute la France. Avec pas mal de franchisés, c'est ça ? C'est la logique économique. La loi AGEC, qui donc impose cette vaisselle réutilisable, c'est depuis le 1er janvier. J'imagine que vous vous y préparez depuis un certain temps. Ça fait combien de temps ? On s'y prépare depuis plusieurs mois. On y a réfléchi environ à la fin de l'été 2022, en approche de la loi AGEC. Et c'était vraiment un projet de vouloir réduire nos déchets et aussi d'entrer dans cette loi qui est active depuis début janvier 2023. Et donc, on a préparé ce projet depuis plusieurs mois qui a été lancé début janvier. Et donc, la solution, ça a été quoi ? C'est une boîte à pizza d'un nouveau genre, c'est ça, en quelque sorte ? Alors, c'est une boîte réutilisable que le client pourra acheter avec sa pizza et pourra réutiliser quand il reviendra acheter une pizza. Donc, le principe est simple, c'est qu'au bout de la 9e pizza achetée, il a une pizza offerte, ce qui lui rembourse indirectement le prix de la boîte qui est de 9 €. Et donc nous, c'était essentiellement chercher une solution pour le client, mais aussi pour les franchisés et réduire leurs déchets en carton, qui représentent un semi-remorque de déchets en carton par mois. Benjamin Perry, on parlait juste avant que l'interview démarre de cette loi AGEC qui a quand même transformé beaucoup transformé beaucoup de filières en France. Sur cet aspect particulier, là, cette nouvelle réglementation imposée notamment au monde de la restauration rapide, est-ce que on peut dire, de temps en temps, on peut dire cocorico, est-ce que c'est une première mondiale, ça ? Oui, ça, on peut dire cocorico, c'est une première mondiale, c'est des termes des directeurs des plus grandes chaînes de fast-food, la plus grosse transformation que le secteur a connue quasiment depuis sa création. Il faut savoir que la restauration rapide est née à peu près dans les années 40, et un de ses piliers fondateurs, c'était les emballages jetables,
pour le surplace, la vente à emporter, etc. Ouais. Donc là, on remet en cause un de ces piliers fondateurs de la restauration rapide en les remplaçant par des emballages réutilisables. Il a fallu réinventer toute la filière. Et c'est un vrai mouvement qu'a initié la France, qu'aujourd'hui, on en voit déjà les répercussions à l'Union européenne. Il y a des lois qui sont en train d'être votées, discutées à l'Union pour réformer tout le secteur de la restauration rapide au sein de l'Union. Ouais. Pour vous, c'est un accélérateur de croissance, forcément, puisque vous étiez, alors vous n'avez pas attendu la loi AGEC, hein, mais vous êtes vous adressez ces enjeux depuis longtemps. C'est ça. Donc nous, on a travaillé sur le sujet plutôt en vente à emporter, livraison à domicile, hein, qui était le secteur le plus évident pour nous avant la loi AGEC. Ça a été un vecteur d'accélération et surtout, ça nous a permis de discuter avec de très grandes chaînes qui s'intéressaient pas trop au début à nous et réfléchir aussi donc à tout leur flux de distribution, vente à emporter, livraison à domicile. Demain, si la loi l'impose, comment on va faire, comment on met ça en place. Donc ça permet de faire vraiment un travail de fond avec ces enseignes-là et de voir pour nous notre secteur du réemploi à très grande échelle, à l'échelle nationale, à l'échelle de la restauration rapide. Kylian Bignon, cette nouvelle boîte à pizza, quelles caractéristiques, quel cahier des charges vous avez donné à votre fournisseur? Alors c'était une boîte tout d'abord qui était 100% recyclable. On va chercher vraiment l'aspect démarche RSE aussi écologique. Bien sûr. Elle est lavable au lave-vaisselle et elle résiste jusqu'à 100 degrés. Donc ce qui peut être utile pour réchauffer éventuellement sa pizza au micro-ondes, mais pas au four bien sûr. Et aussi dans une démarche de qualité, elle est fabriquée en 100% en polyprène, qui est un plastique de haute qualité et qui a des résistances très, très importantes. Et du coup, c'était avant tout tous ces avantages-là qu'on cherchait. Il y a évidemment, là on parle de la filière alimentaire, il y a des enjeux de sécurité alimentaire qui sont majeurs. C'est un fournisseur allemand, c'est ça? Exactement. Il n'y avait pas d'équivalent français, ou alors il était moins bien disant, enfin, parce que ça, on parle de structuration de filière, parfois on se rend compte que on n'est pas tout à fait prêt à suivre l'ambition d'une loi. Pourquoi vous avez choisi un fournisseur? Alors on en a cherché en France, malheureusement on n'en a pas trouvé qui correspondait à tous nos caractéristiques. Pardon. Oui. Effectivement aussi les normes d'hygiène, etc. On voulait une boîte qui, quand la pizza est dedans, la pizza ne se ramollit pas, elle garde sa fraîcheur et son croustillant. Donc c'était vraiment en fonction des caractéristiques et des critères qu'on avait on a choisi ce fournisseur en Allemagne qui nous correspond totalement. Benjamin Péry, si on s'adresse là à des téléspectateurs qui sont dans ce secteur de la restauration et qui disent « Ouh là là, il faut que je me mette en règle », on a vu que les sanctions allaient commencer à tomber, ça a été annoncé cette semaine. Quelle bonne pratique vous suggérez, vous qui avez cette expérience? Il faut déjà réfléchir un petit peu en amont du projet au secteur dans son ensemble. Il y a 3 grosses verticales à adresser. Quel type de contenant réutilisable je vais utiliser, avec déjà un gros débat sur le matériau verre/céramique versus contenant réutilisable en plastique. Oui. Ça paraît peut-être un petit peu évident pour le téléspectateur, mais en fait le choix n'est pas si évident et souvent dans la restauration rapide où il y a beaucoup de manipulations, parfois des enfants au restaurant qui courent partout, le plastique a tendance à plutôt s'imposer. Oui. Première réflexion. Deuxième, c'est comment je vais faire la plonge. Souvent dans la restauration rapide, il n'y avait pas tellement de vaisselle à faire, donc maintenant il va y avoir un gros volume. Qu'est-ce que j'installe? Comment je me structure? Et enfin, quel va être le parcours du consommateur? Comment je vais lui expliquer tout ça? Comment je vais m'assurer qu'il ramène ses contenants? Là-dessus, ils peuvent se faire accompagner. Il y a Pixo, bien entendu, mais il y a d'autres enseignes qui travaillaient sur le réemploi qui peuvent les aider à se structurer un petit peu, à s'organiser. Commencer petit par des petits sites pilotes, juste pour voir comment ça se passe opérationnellement, avant de faire une roadmap de croissance. Oui. Et alors, je reviens sur la gestion des matériaux, parce qu'effectivement, le plastique, ça peut être la bonne solution, sauf qu'on est par ailleurs dans une logique de réduction du plastique utilisé. Alors là, on parle de plastique recyclable, donc il y a cette démarche. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas là une petite contradiction? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très bonne question. Alors, heureusement, on a des analyses de cycle de vie, donc des analyses d'impact environnemental qui ont été faites et qui montrent que ce n'est pas un problème, en quelque sorte, sur la réduction de la consommation d'eau, paradoxalement, sur la réduction des émissions de CO2 et sur la pollution. C'est pas tellement grave, puisque cette fois, l'emballage jetable, il n'est pas à la responsabilité du consommateur qui doit bien le trier pour qu'il soit recyclé. Il appartient et de la responsabilité des entreprises. Donc les entreprises peuvent beaucoup plus facilement, en fin de vie, le récupérer, le recycler, obtenir un certificat pour dire au gouvernement, regardez, je l'ai recyclé. Donc on est en cycle fermé. Ensuite, le plastique a quand même beaucoup d'avantages. Ce que je pense, ce dont je suis convaincu, c'est qu'en fait, dans les années qui suivent, lorsque la filière des bioplastiques va continuer à se développer, petit à petit, tous ces emballages réutilisables en plastique dans les grandes chaînes vont basculer vers des plastiques biosourcés, donc sans pétrole. Et là, on va entrer dans le cercle vertueux avec les propriétés du plastique sans l'impact environnemental. Kylian Bignon, est-ce qu'il y a déjà les premiers retours clients? Parce que là, c'est intéressant, la transformation environnementale dont on parle quotidiennement dans cette émission. Il y a le levier réglementaire, on voit qu'il peut être efficace et important, et puis il y a la pression des clients. Donc, est-ce que c'était une pression qui s'exprimait? Peut-être pas d'ailleurs. Et puis, est-ce que vous avez déjà les retours
retours d'expérience, les premiers retours d'expérience? Alors, on avait déjà plusieurs clients qui venaient eux-mêmes avec leurs propres contenants chercher des fois des pizzas ou des burgers. Donc, la question s'était posée. Et effectivement, au bout d'un mois maintenant, on peut déjà avoir des résultats puisque plusieurs restaurants ont écoulé tout leur stock de boîtes. Donc, on a déjà de nouvelles commandes qui arrivent. Et on a eu des très, très, très bons retours sur les réseaux sociaux. Et globalement, ça a été très bien reçu. Des questions se sont posées sur l'emballage unique qui est le carton. Est-ce qu'il est vraiment recyclable ou non? Et finalement, ça a été très bien reçu par les. Donc, Boichi Pizza, c'est une chaîne de franchisés, on l'a vu. Voilà, ça veut dire embarquer des dizaines de restaurateurs qui sont chacun leur propre chef d'entreprise d'une certaine façon. Est-ce que et tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance sur les enjeux de la transformation? Comment ça se passe? Il a fallu évangéliser, entre guillemets, un petit peu? Il a fallu faire passer le message? Comment vous... Parce que voilà, l'objectif, c'est que tout le monde le fasse en même temps, c'est ça? Bien sûr, oui. Ouais. Alors, c'est une solution qu'on a rendue obligatoire à l'échelle nationale en France. Ouais. On ne l'a pas imposée dans les autres pays. D'accord. Et certains franchisés, du coup, l'ont très bien reçu. D'autres ont joué le jeu, ou plus ou moins. Mais globalement, ils ont tous été convaincus par le projet et ont très bien... promu ce produit auprès de leur clientèle. Deux dernières questions, Benjamin Perry. D'abord, vous l'avez un peu évoqué, mais on ne soupçonne pas, c'est un défi de logistique dont on parle. C'est surtout ça pour le secteur. Oui, c'est un vrai défi parce qu'en fait, sur les emballages jetables, dans le fast-food, c'était assez simple, notamment la gestion des stocks. C'est-à-dire qu'on commande ce qu'on a consommé la semaine qui vient de s'écouler et c'est facile à mesurer puisqu'on a en vente exactement les emballages jetables qui ont été consommés. Sur le réemploi, il y a un sujet de perte déjà des contenants. On a vu dans les infos début janvier ces sujets de consommateurs qui partent avec les contenants de McDonald's par exemple. Oui. Donc il faut réussir à mesurer ce flux-là pour être sûr que le restaurant ne va pas être en rupture. Il y a de la saisonnalité là-dedans aussi. On voit que le taux de perte varie parfois de manière incompréhensible. Donc il va falloir comprendre tout ça, comment ça se met en place à l'échelle nationale petit à petit avec le temps pour bien l'anticiper. Mais il y a aussi pour certains restaurants l'obligation de sous-traiter la plonge parce qu'ils n'ont pas l'espace dans des restaurants qui sont intriqués dans des bâtiments dans Paris, ils n'ont pas l'espace pour nettoyer en interne, donc il faut mettre en place un circuit logistique pour aller nettoyer en externe, tout en garantissant l'impact environnemental. Donc effectivement, c'est des circuits qui sont nouveaux. On utilise des logisticiens qui passaient déjà chez les restaurants, donc l'impact est minime et on arrive à le gérer, mais c'est un petit défi, oui, c'est nouveau. Et est-ce que ça aussi, on parle d'impact, un impact sur les prix? Est-ce que mécaniquement, ce que vous me décrivez là, forcément, c'est de l'investissement, il y a un coût pour les entreprises? Alors, il y a un coût qui aujourd'hui est plutôt dans une logique de il faut le mesurer. C'est trop nouveau pour se dire exactement combien ça va coûter et à quel point ça se compare par rapport au jetable. Je pense qu'on peut se laisser l'année 2023 pour vraiment mesurer cet impact et voir s'il y aura un impact sur les prix. Mais il faut savoir que toutes les chaînes avec lesquelles on travaille, bien sûr, ce n'est pas du tout leur objectif. Voire même, elles cherchent, notamment grâce à la traçabilité des contenants, comment elles peuvent économiser des coûts à côté grâce à des optimisations opérationnelles, afin de minimiser l'impact sur le consommateur. C'est pas le but. Un dernier mot sur cette réglementation européenne qui va sans doute évoluer. On disait que la France est très pionnière. C'est un peu 2023, l'acte 1 d'une révolution plus massive. C'est quoi? C'est le retour à la consigne généralisée, en quelque sorte? On réinvente ce qui fonctionnait il y a quelques décennies? Ouais, petit à petit, c'est le chemin que ça prend. Il y a des pays où c'est déjà beaucoup plus avancé. L'Allemagne, c'est pas pour rien que les contenants viennent d'Allemagne. C'est parce qu'ils sont déjà beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. On va y venir, en tout cas c'est la direction que ça prend et n'importe quelle chaîne de restauration en a conscience, on ne sait pas à quel horizon ça va arriver, mais demain, vente à emporter, livraison à domicile, ça sera en réemploi. Consigne, pourquoi pas, maintenant on a des technologies qui nous permettent de le faire différemment, sans impact sur le portefeuille du consommateur qui n'a pas forcément à avancer l'argent auprès du restaurant. Si vous allez faire des courses et vous en avez pour 200 € de contenant consigné, c'est un peu compliqué. Oui, donc, on a d'autres moyens de faire ça. Heureusement, le monde a évolué depuis nos grands-parents, donc on peut le faire de manière plus souple pour le consommateur. Et c'est le but, c'est qu'il y gagne quelque chose en dehors de l'aspect de son contenant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas. Et on continue de parler restauration des burgers dans nos assiettes. Smart Ideas, j'accueille Christopher Petit, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur des Burgers de Colette, aventure de trois copains qui se sont retrouvés, rencontrés à Bordeaux, François d'Allemagne, Thibaut Bouillon et vous. C'est quoi le déclic, l'idée de départ? Écoutez, le déclic, déjà, c'est avant tout de se dire, à l'époque où on lance Colette, c'est le fast-food de type burger était principalement dominé par l'industrie agroalimentaire
américaine. L'industrie vraiment américaine de base. Donc nous, l'idée, c'était de proposer une offre de type fast-food, donc la qualité d'un restaurant, servi à la rapidité d'un fast-food, service à l'assiette, etc. De proposer un petit peu notre produit, uniquement des produits frais, made in France, pas de congélateur, on se l'interdit dans nos restaurants, et le tout dans une ambiance ultra conviviale. Oui, vous soignez la déco des restaurants, évidemment. Le nom des burgers aussi, un petit côté vintage en quelque sorte, c'est ça ? Exactement, on joue un petit peu sur le côté nostalgie. Colette, c'est un petit peu... Elle existe, Colette, ou c'est un personnage de fiction ? Colette, elle existe pour tout le monde, en fait, on va dire. C'est avant tout un personnage fictif, mais qui est un regroupement de tout un tas de personnages, et avant tout un personnage familial. Par exemple, moi, c'était ma tante, Colette, pour certains, c'est une grand-mère. Et en fait, on a voulu jouer sur ce point commun qu'ont beaucoup de Français. Souvent, Colette, c'est une mère, c'est une grand-mère, c'est une tante. Chez nous, c'est une tante, c'est cet hommage. Et chez nous, la particularité de Colette, c'est que à la place du poulet frites du dimanche, elle fait un burger frites. Ok. Voilà. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que l'ambition, c'est de proposer des burgers premium. Ça veut dire quoi ? Tiens, déjà sur les matières premières. Alors, qu'est-ce qui fait un burger ? Le pain, la sauce, les viandes, enfin voilà, tout le sourcing des matières premières. Comment vous avez répondu à cette question ? Nous, depuis le début, on travaille uniquement avec des artisans locaux. On se considère comme des artisans, même si aujourd'hui l'entreprise se développe avec ses 5 restaurants. On veut doubler le nombre en 2023, mais on travaille uniquement avec des artisans. Par exemple, si je prends l'exemple de notre boucher, vous avez pris le bon exemple. Aujourd'hui, le burger, ça va être principalement le pain, la viande qui vont composer le burger. Si on prend l'exemple de notre boucher, c'est un boucher qui a commencé avec nous 50 steaks par jour, fait dans son arrière-boutique. Ensuite, à l'ouverture du deuxième restaurant, c'est un petit labo avec toutes les normes d'hygiène que ça impose, etc., de quelques mètres carrés. Et aujourd'hui, c'est un entrepôt qui a été transformé en laboratoire, etc., de 650 mètres carrés. 450 mètres carrés pour lui et la viande et 200 mètres carrés pour notre producteur de pommes de terre. Donc on a réussi à regrouper. Vous avez regroupé. Donc évidemment, on a oublié les frites, c'est très important. Mais par exemple, sur le pain ou même les sauces, ça veut dire que vous avez travaillé vous-même les recettes, le goût, pour que ce soit votre goût d'une certaine façon. Totalement. En fait, par exemple, pour le pain, c'est un boulanger bordelais qui nous le fait depuis le début. Et en fait, on a un deal ensemble parce qu'on se développe ensemble depuis le début. En fait, Colette a été créé avec ce fournisseur la même année. Et en fait, il se développe en même temps que nous. Tout ce qui est aux alentours de Bordeaux, à 1 heure ou 2, il est capable de nous livrer au quotidien. Et en fait, par exemple, comme un restaurant comme Rennes, par exemple, quand on a ouvert à Rennes, il a ouvert avec nous un labo pour justement développer sa marque. Donc en fait, on se développe tous en bonne entente. Et avant tout, c'est une histoire aussi d'amitié avec ces gens-là, parce que c'est devenu des amis. Avant tout. Donc vous l'avez créé en 2019, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, il y a 5 restaurants. Donc vous nous l'avez dit, vous ambitionnez de doubler le nombre de restaurants cette année. Vous l'avez un peu expliqué, mais comment on garde l'ADN de ce côté artisanal en commençant à essaimer un peu partout en France ? Déjà, c'est une histoire de process quand même avant tout, parce que plus on veut grossir, plus on est obligé de faire des procédures, la formation des employés dans nos restaurants, et surtout de garder les mêmes fournisseurs tout le temps. Donc il faut qu'ils grandissent avec vous. C'est ça. En fait, comme je vous disais, on se développe de manière conjointe. Et c'est avant tout ça, aujourd'hui, qui nous plaît beaucoup dans ce développement. C'est d'emmener un petit peu tout le monde dans notre sillage. L'enjeu, vos clients, ils recherchent ça, c'est-à-dire ils recherchent une viande locale, ils recherchent un pain local. Ça fait vraiment partie des arguments ? Oui, ça fait vraiment partie des arguments. Et dans tous les cas, aujourd'hui, nous, notre argumentaire, c'est sur le produit, mais pas que. Aujourd'hui, il y a énormément de belles marques dans notre domaine. Mais nous, en fait, on ne les voit pas forcément comme des concurrents. Nous, le but, c'est de promouvoir un petit peu notre artisanat vs l'industrie. Et dans notre idée, c'est vraiment de proposer un bon produit, mais dans une ambiance ultra conviviale. Et par exemple, en fait, dès le départ, on avait vraiment le souhait de miser sur avant tout une restauration sur place de qualité. Parce que par exemple, on n'est pas impacté du tout par la loi AGEC et les emballages, les problèmes d'emballage sur place. Parce que depuis le début, on fait du service à l'assiette. Et ben voilà, donc ça réglait la question. Merci beaucoup, Christopher Petit. Bon vent au burger de Colette et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut!